La version officielle actuelle de JavaScript, c'est ECMAScript 6. Elle a été validée en 2015 par un consortium qui représente entre autres tous les grands navigateurs du web. Malheureusement, elle n'est pas finie d'être complètement implémentée dans tous les navigateurs. C'est pour ça que c'était important de parler de S5 avant. Mais on va passer, quand on va travailler avec Angular 5, par un transpiler, TypeScript, qui va permettre la conversion de l'ES6 vers le S5. Et puis aussi, pour certaines features, on va bénéficier de polyfills qui ont été implémentés dans Angular, qui vont permettre une rétrocompatibilité totale en fait, jusqu'à Internet Explorer 10. Donc c'est très important de connaître ES6 puisque dans votre application Angular 5, vous allez voir de l'ES6 partout. L'un des apports vraiment intéressants de ES6, c'est les mots-clés let et const qui permettent de déclarer les variables avec un peu plus de précision que le mot-clé var en ES5. Et puis le scope des variables déclarées avec let et const, au lieu d'être la fonction comme on l'a vu en ES5, sera le bloc courant. Donc les accolades du if ou les accolades du for feront office de bloc. Donc on va tout de suite démontrer ça. Par exemple, le rouge et le noir est un livre. Faisons une condition qui marche à chaque fois. Le type de livre est bien string, a priori. OK. Et ici, j'en profite pour enregistrer l'auteur Stendhal. OK. Je crois que ça s'écrit comme ça. Ici, qu'est-ce qui se passe lorsque j'essaye de loguer cet auteur hors de mon bloc if? Et bien on se confronte tout de suite à un premier problème, c'est une erreur, puisque auteur n'existe pas en dehors de ces deux accolades. Si j'avais fait de l'ES6 pur avec var, ça passerait très bien, il n'y aurait plus de problème. Puisque en fait le scope ici serait global, puisqu'on est hors de toute fonction pour la variable auteur. Du coup, ça peut être vu comme un peu plus logique, et ça l'est, que de toujours utiliser const et let pour déclarer ces variables, pour minimiser l'espace qu'elles prennent dans la mémoire, et puis pour bien montrer qu'elles n'existent que dans un scope précis et qu'on maîtrise toujours. Donc, on a pu voir aussi ici une autre particularité, c'est que si je déclare une variable avec const, en réalité elle n'est plus variable, elle devient une constante. Ça veut dire que sa valeur ne peut plus changer. Typiquement, ici, je ne peux plus modifier la valeur de l'auteur. Par exemple, si je voulais changer avec Dostoïevski, j'aurais une erreur. Non seulement ici, une erreur que mon linter me fait pop ici, mais aussi dans la console, on a une erreur de syntaxe. Donc attention, si vous commencez à travailler avec let et const et que vous n'avez pas de petits linters comme moi ici en live, vous risquez d'avoir encore plus d'erreurs dans votre code dans la console. Donc très important, travaillez toujours avec un linter. Voilà pour l'apport de constante. Au contraire, let prévient que la valeur de cette variable va être modifiable. Du coup, ici, oh là là. Du coup, ici, on a un usage normal de let. Donc voilà, je corrige un peu ma copie. Ici, on a une bonne utilisation désormais de const et de let. Ma constante, sa valeur ne bouge pas, et ma variable, sa valeur peut bouger dans le temps. Alors, inutile désormais d'utiliser var a priori, let et const sont plus précises, autant les utiliser à chaque fois, et potentiellement de base, commencer par const si vous ne savez pas si la valeur de votre variable va changer, et puis si vous vous rendez compte que de toute façon elle va changer, alors transformez ce compte en let. Let a aussi un autre intérêt. En JavaScript, quand on fait des actions asynchrones, il arrive que
comme le scope de la variable est la fonction, on retrouve une valeur dans une variable qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait à l'origine. Par exemple, ici je vais faire la boucle for la plus simple du monde, i égale 0, tant que i est inférieur à 10, i va s'incrémenter. Ok, hyper simple. Du coup, ici, je vais essayer de loguer toutes les secondes la valeur de i, par exemple. Donc, premier argument pour ma fonction, cette timeout, ce sera l'action que je veux faire, console.log de i, et puis comme deuxième argument, le timing, i fois 1000, pour 1000 millisecondes. Ici, je vais être étonné de retrouver, si je connais mal JavaScript, dans ma console, la valeur de 10 systématiquement. Pourquoi? Puisque, en fait, ma boucle for, elle s'exécute en un instant, évidemment, et les set timeout me restituent la valeur qu'avait à la fin de la boucle for i. Donc, c'est-à-dire, à chaque passage de la boucle, je récupère 10. Pour régler ce problème, on utilise les closures, généralement. Je vous invite à regarder la vidéo sur les closures que j'ai fait il y a à peu près un an, qui peut répondre à cette question. Mais avec ES6, avec un mot-clé comme let, on résout instantanément ce problème, puisque désormais, le scope de la variable est l'accolade du début du for à la fin du for, et se répète à chaque itération du for. Donc la valeur est bien capturée, ici, de i au bon moment de l'itération de la boucle. Très pratique. Ne pas passer à côté de cet usage de let qui vous permet de simplifier votre code JavaScript à beaucoup d'endroits. Voilà pour let. Donc une autre chose à envisager pour l'usage de const cette fois. Comme vous le savez, en JavaScript, tout ce qui est objet est passé par référence et non par valeur. Du coup, généralement, quand on déclare un nouvel objet, même si on prévoit de le faire muter plus tard, d'y apporter des modifications, il est tout à fait logique de le déclarer sous forme de constante et non pas avec un let. Tout simplement parce que ici, même si j'ajoute plus tard des livres dans ma collection de livres, je n'écrase pas mon objet livre, je le fais juste évoluer, mais il garde la même référence. Donc ce serait vrai pour des objets. Ici, c'est un array qui n'est jamais qu'un type d'objet. Il faut retenir ça. On utilise toujours plutôt le mot-clé const pour déclarer un objet qu'on ne veut pas, dont on ne veut pas écraser la référence plus tard. Donc ici, j'ajoute un deuxième livre, bien formaté. Il met des S avec l'autocomplétion, c'est pas grave. Hop. Voilà. Ici, par contre, si je veux écraser la référence de livre, de cette manière-là, il ne va pas être d'accord, puisque je suis en train d'essayer de changer la référence d'une constante, donc ça ne peut pas aller. Donc, à retenir, ici, les constantes sont le conteneur idéal pour recevoir un objet ou un array, même si celui-ci est mutable. Je voulais parler absolument des méthodes d'array, puisqu'on ne les utilise pas assez. Elles existent déjà pour la plupart depuis ES5, ES6 a quelques apports, mais on continue de charger l'Odash là où on n'en a pas nécessairement besoin, alors qu'en ES6, on a accès à ces méthodes d'array nativement. Qu'est-ce que j'entends par méthode d'array exactement? Eh bien, quand on a une collection comme ici, mes livres, tous formatés de la même manière, eh bien, je peux très facilement itérer dessus, par exemple, avec une approche fonctionnelle et non pas avec une boucle for, donc en faisant par exemple un for each. Ici, je crée cet item de livre auquel je vais pouvoir accéder à l'intérieur du for each, console log de livre .nom, et je vais donc retrouver ici dans ma console le nom de tous mes livres en enregistrant. Donc c'est quand même autrement plus élégant qu'une boucle for classique. Donc ce que je propose, c'est de continuer d'explorer ces quelques méthodes qui nous servent très très souvent. Par exemple, si l'éditeur de
de mes livres était systématiquement Hachette, par exemple, et que je voulais récupérer un tableau qui contient mes livres avec leurs éditeurs, sans me. Une autre méthode de ray vraiment intéressante et basique, c'est Map. Map permet de récupérer une copie d'une collection enrichie. Il n'est pas rare qu'en JavaScript on reçoive des données du serveur et avant de les présenter à l'utilisateur, on veut les enrichir d'une manière ou d'une autre. Ici par exemple, si dans une bibliothèque, je voulais présenter en plus du titre du livre un éditeur qui, je le sais à l'avance, est le même pour tous mes livres, je pourrais faire une map sur mon tableau de livres. Et puis, oula, un peu trop d'outils dans mon sublime texte. Et puis ici, enrichir chaque livre de son éditeur. Donc livre, éditeur, disons Actes Sud. Je retourne mon livre enrichi pour chaque itération. OK. Et ici, si je log ma bibliothèque dans la console, je devrais accéder donc à une belle copie de livre agrémentée d'un éditeur pour chaque livre, et je n'ai pas touché au tableau livre d'origine. C'est vraiment des nouveaux objets à chaque fois enrichis. Donc méthode à retenir, vraiment intéressante. Elle est souvent accompagnée d'une autre méthode. Quand on parle de map, on parle souvent de reduce. Donc en réalité, cette méthode reduce, elle pose pas tant de difficultés que ça. Elle permet de faire des opérations cumulées sur des objets d'une collection. Donc ici, typiquement, ou même à l'intérieur d'une simple liste, vous pouvez faire des opérations. Ici, je suis dans une collection. J'ai un prix pour chacun de mes livres. Disons ici 22. Et si on me demande de faire une moyenne des prix des livres de ma bibliothèque ou de ma collection de livres, eh bien je peux utiliser ce fameux reduce. Donc ici on pourrait appeler ça le total, et il suffit donc de prendre ce tableau de livres, d'appliquer un reduce dessus. Reduce prend comme premier paramètre une fonction, et comme second paramètre, une valeur initiale. Donc, cette fonction va consister en un accumulateur et l'objet courant. Donc, un livre. L'accumulateur, c'est le total qui augmente à chaque itération sur chaque livre. Et comme on part de 0, le prix du premier livre sera ajouté à 0 au premier passage. Donc il suffit ici de retourner l'accumulateur plus le prix du livre courant pour qu'à la fin on obtienne un total cohérent. Ici 42. Puisque ce qu'on nous avait demandé, c'était la moyenne, il suffit de diviser par livre.length pour avoir vraiment la moyenne des prix de nos livres dans cette collection. Donc voilà le genre de choses qu'on pourrait typiquement vous demander dans n'importe quelle application cliente, et autant utiliser ces méthodes si vous les connaissez plutôt que commencer à déballer beaucoup de syntaxe finalement moins lisible et finalement moins professionnel. Autre chose avec le reduce, je l'ai vu utiliser dans des cas vraiment très très intéressants pour chaîner des promesses une à une avec des points zen, ou encore d'autres applications. Donc le connaître, c'est vraiment important. N'hésitez pas à jouer avec pour bien le maîtriser à la fin. Il y a évidemment bien d'autres méthodes de ray. On va en voir encore quelques-unes, puis je vous invite à aller toutes les découvrir plus tard. On a par exemple le find qu'on va trouver à beaucoup d'endroits. Alors par exemple, je cherche quel livre coûte 20 € dans ma collection. Livre pas cher est égal à livre.find. Encore une fois, une fonction comme argument, avec
un livre pour itérer. Et je vais ici plutôt retourner une condition, à savoir, est-ce que le prix de mon livre est 20 €. Ici encore, si je log mon livre pas cher, je dois récupérer donc un objet qui est celui qui, dans mon tableau, avait le prix à 20 €. Donc le premier rencontré, en l'occurrence. Alors, une autre méthode de ray intéressante pour cette fois aller chercher plusieurs entrées, par exemple, c'est le filter. Il me faudrait peut-être un tableau un petit peu plus complet. Ici, par exemple, la clé, avec le prix de 25 €. Si j'essaye de récupérer uniquement mes livres chers, donc livres chers, je vais pouvoir, de la même manière, filter, passer une fonction avec un livre ici, et puis avec un filtre qui représente de nouveau une condition. Par exemple, tous les livres dont le prix est supérieur à 21 € ou dollars, ou peu importe. Ici, je vais récupérer de nouveau une copie de mon tableau, mais filtrée, avec uniquement les entrées dont j'ai besoin. Donc ici, apparemment, j'en ai aucun. C'est parce que j'ai pas fait la recherche sur la bonne variable. Elle est ici. Ici, effectivement, j'en ai plus que 2, la joueuse et la clé, alors que mon livre, le joueur, a un prix trop faible pour entrer dans ce filtre. Donc il y en a plein. N'hésitez pas à toutes les utiliser et toutes les exploiter, à jouer avec. À chaque fois que vous vous dites, tiens, je devrais charger une bibliothèque extérieure pour travailler avec mes collections, regardez si ça n'existe pas déjà dans ECMAScript 6. On attaque maintenant les classes, un des principaux apports de S6, très intéressant et omniprésent dans Angular 5. Mais avant de rentrer dans le code à proprement parler, peut-être un petit point philosophique pour bien comprendre ce que nous apportent les classes. En réalité, la programmation consiste généralement à décrire le monde, produire des softwares qui permettent de contrôler le monde, par exemple de gérer un stock, de gérer du personnel, de gérer des choses dans le monde réel. Pour décrire le monde, en philosophie, il y a toujours eu 2 très grands courants qui s'affrontent, l'idéalisme et le matérialisme. Donc le principe de l'idéalisme, c'est généralement de dire que tous les chevaux qui existent sur Terre sont finalement des représentations, des instances plus ou moins bien réussies de ce que serait le cheval idéal. Comme si une idée du cheval idéal existait dans la nature, comme si dans l'ADN des chevaux était écrit un code qui les décrit parfaitement. Mais chacun des chevaux dans le monde réel diffère un peu de ce code, a quelques particularités individuelles et s'approche plus ou moins de la perfection de ce que devrait être un cheval. C'est typiquement l'approche orientée objet. On crée une idée d'abord, c'est-à-dire on crée une classe. Ensuite, basé sur cette idée, basé sur cette classe, on produit des objets qui ont tous des caractéristiques communes, mais aussi quelques caractéristiques qui divergent. Typiquement, on crée une grande classe cheval, et puis on crée des new cheval, un new cheval blanc, un new cheval marron, un new cheval qui n'a que 3 pattes, un autre qui est très rapide au galop, plus rapide que les autres, etc. Donc cette approche est très intéressante, elle ne colle pas toujours au monde réel, où le courant matérialiste de tout temps a toujours dit non, 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 l'idée qu'on se fait du cheval est une idée qui nous vient du fait qu'on voit plein de chevaux dans la réalité, et puis à force d'en voir, on commence à se forger une idée générale de ce qu'est le cheval, mais il n'existe pas de grande classe qui formate tous les chevaux. Alors, en JavaScript, très souvent, on a cette approche pas vraiment orientée objet, plutôt orientée prototype, qui consiste à dire si j'ai besoin d'un objet, ou de 2 objets qui se ressemblent un petit peu, je vais d'abord les créer, puis les utiliser, les faire muter, les faire évoluer, et si finalement j'ai besoin de trop d'objets qui se ressemblent, là seulement je vais prendre le temps de créer une classe.
Donc ce n'est pas la même approche qu'un pur langage orienté objet où tout est pensé en termes de classes. Ici, on utilise les classes que quand on en a vraiment besoin, après avoir vraiment pensé une application logique dans notre programme. Le philosophe Jean-Paul Sartre disait l'existence précède l'essence. Dans mon application, je commence à avoir beaucoup de livres qui existent. J'aimerais travailler à partir de maintenant sur l'essence d'un livre dans mon application. Qu'est-ce que doit être un livre dans mon application? Je veux créer cette petite usine, ce modèle, ce moule à livres, et ce sera donc une classe. J'utilise pour ça le mot-clé classe, je lui donne un nom, je prends bien soin de mettre une majuscule à ce nom de classe pour pouvoir, dans mon application, toujours bien différencier ce qui est une instance de cette classe, un objet issu de cette classe, et cette classe elle-même. Et je peux tout de suite créer un nouveau livre que je vais appeler livre 1, et puis ce sera donc une instance de cette classe livre. Alors pour l'instant, évidemment, ce ne sera pas très intéressant, il n'aura pas de caractéristiques. Cela dit, on va pouvoir le faire évoluer petit à petit. On voit pour l'instant seulement que c'est une instance de la classe livre. Alors pour le faire évoluer, on va passer en premier lieu par un constructeur qui va nous permettre de décrire ces caractéristiques d'origine, mais aussi parfois, au moment d'instancier le livre, de donner des valeurs aux différentes propriétés du livre. Donc, un petit constructeur. Voilà, c'est une méthode à implémenter dans toutes les classes. Ici, dans ce constructeur, je sais que tous mes livres vont avoir un prix, et donc, par exemple, 0 à l'origine, et donc j'utilise le mot-clé this qui permet de faire référence à l'objet courant. Donc, chaque nouvel objet se verra attribuer pour l'instant le prix 0. Le titre, ce sera tout simplement une chaîne vide, en attendant d'en savoir plus. Et puis, je sais que je ne travaille qu'avec l'éditeur Actes Sud, donc je peux tout de suite mettre cette valeur pour l'éditeur. À partir de maintenant, quand je crée des nouveaux livres, ils ont tous ces différentes caractéristiques. Je peux en créer un, je peux en créer 50 à l'intérieur d'une boucle for. Et puis surtout, je vais pouvoir itérer sans faire d'erreur sur des livres, puisque je sais qu'ils vont tous être formatés exactement de la même manière. Donc voilà tout l'intérêt. Je peux commencer à gérer une bibliothèque avec 1000 livres ou avec 10 000 livres. Alors évidemment, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir donner à ces livres des caractéristiques au moment de leur création. Ça se passe donc dans ce constructeur qui est cette méthode qui initialise le livre. Par exemple, je pourrais passer un prix à mon livre à chaque fois que je le crée, et puis un titre. Ici, je vais utiliser dans l'ordre ces deux paramètres. Et mon nouveau livre sera donc le prix sera 25 € et le livre sera La clé de Tanizaki. On verra plus tard pour l'auteur. Ici, j'observe dans ma console, j'ai bien un livre qui a ces caractéristiques-là. Et puis, je peux bien sûr maintenant créer toute une série de livres qui seront différents, mais qui auront ces caractéristiques communes que sont le prix, le titre et l'éditeur. 26 €. Le chuchoteur. Livre 2. Bon, on va s'en sortir comme ça. Hop là. Voilà. Tout l'intérêt. Alors l'intérêt des classes, c'est évidemment toutes ces propriétés communes, mais aussi ce qu'on appelle les méthodes, c'est-à-dire des fonctions qui vont être liées à chacune des instances de nos objets et qu'on va pouvoir utiliser autant qu'on le souhaite pour mettre un petit peu d'intelligence dans notre objet, récupérer des données en provenance de cet objet. Par exemple, si dans ma bibliothèque, j'ai régulièrement besoin de récupérer des notices de livres qui décrivent ces livres, je pourrais créer ici la méthode getNotice, dont l'intérêt est qu'elle retourne, par exemple, le titre
et puis séparer avec un slash, comme ça, disons le prix, ou l'éditeur. J'ai une belle autocomplétion puisque je travaille avec des objets. Alors je vais tout de suite tester cette méthode. Par exemple, si je veux récupérer la notice du livre 2 et non pas du livre 1, je devrais retrouver le chuchoteur avec l'éditeur Actes Sud. Voyons tout de suite le résultat dans la console. Voilà. Donc évidemment, je peux faire ça sur le livre 2, le livre 1. Je peux faire ça 500 fois si je veux. Ce sera toujours la même intelligence qui sortira. On pourrait imaginer encore bien d'autres méthodes pour chacun de nos livres. Je ne sais pas, générer un code avec les 3 premières lettres du titre pour savoir mieux le ranger dans une bibliothèque. Si on parlait de la classe cheval, on pourrait imaginer des méthodes pour courir, on pourrait imaginer des méthodes pour dormir, manger. Généralement, les méthodes vont plutôt être liées aux actions qu'est capable de réaliser l'objet décrit, alors que les propriétés, celles décrites dans le constructeur ici, sont plutôt liées aux data pures, aux valeurs qu'embarque notre objet. Il existe encore du vocabulaire important autour des classes et autour des méthodes de classe, dont on parlera plus tard quand on parlera de TypeScript. Il s'agit du mot-clé statique qui permet de créer des méthodes de classe et non pas des méthodes d'instance de classe. Inutile de s'encombrer l'esprit avec ça maintenant, on le verra plus tard. Et puis la notion de getter et de setter qui ne sont pas très efficients non plus ici en ES6 dans notre application, on en parlera plus tard. Par contre, ce dont je peux parler tout de suite, c'est de la notion d'héritage quand on fait de l'orienté objet, quand on travaille avec des classes, puisque les classes peuvent hériter les unes des autres. Typiquement, si dans ma bibliothèque, je devais créer une classe roman pour créer des nouveaux types de livres qui sont des romans, inutile de tout reprendre à zéro, inutile de faire du code dupliqué, je vais tout simplement étendre ma classe livre. Donc, par exemple, je crée ma classe roman ici, avec le mot-clé extend, je nomme livre comme classe à étendre, et d'ores et déjà, je peux créer des nouveaux romans, ici, new roman, avec les mêmes caractéristiques que les livres. Voilà. Et les mêmes méthodes, évidemment. Console.log de la notice de mon roman, par exemple, getNotice. Ici, je peux constater que ma notice fonctionne tout aussi bien qu'avec la classe livre. J'hérite bien de toutes les propriétés, toutes les méthodes, ainsi que l'action du constructeur. Cela dit, tout l'intérêt maintenant, c'est de vraiment étendre ma classe livre, d'ajouter des choses. Si par exemple, je voulais ajouter un type au roman, un type particulier, qui serait le type roman, justement, il faudrait que j'étende aussi le constructeur. Alors, pour ce faire, c'est assez simple. Je vais utiliser le mot-clé super. Constructor. Avec le mot-clé super, je vais exécuter le constructeur du parent. Donc, ça veut dire que je vais lui restituer les données dont il a besoin, que sont le prix et le titre. Je lui précise, voilà, toi, ton job. Et j'aimerais que tu ajoutes à l'objet roman le type roman, justement. Ici, si je veux récupérer maintenant le type de mon roman 1, je constate qu'il s'agit bien d'un roman, alors que si je voulais récupérer le type de mon livre 1, ce type n'existe pas, je retrouverai la valeur undefined. Donc voilà, j'ai simplement étendu ma classe livre avec cette nouvelle classe roman, et puis pour pouvoir modifier ce que fait le constructeur, j'ai ajouté un nouveau constructeur qui refait une partie des actions que faisait le précédent constructeur, c'est-à-dire
l'exécuter pour attribuer le prix, le titre et l'éditeur, mais qui en plus rajoute le type roman. Donc évidemment, tout l'intérêt ici de ces classes étendues, c'est de créer des méthodes qui ne seront relatives qu'à roman. Et puis je pourrais aussi étendre roman avec, par exemple, une nouvelle classe qui serait uniquement les romans pour enfants, qui héritent donc à l'origine de livres et puis qui héritent aussi du type roman. On peut imaginer comme ça une description complète du monde à travers les classes. On pourrait partir d'une classe pour toutes les choses abstraites, puis une autre pour toutes les choses concrètes. On pourrait hériter de la classe des choses concrètes pour les choses vivantes. On pourrait hériter de ces choses vivantes pour la classe animale. On pourrait encore hériter, la classe cheval pourrait hériter de la classe animale, et ainsi de suite à l'infini pour décrire la totalité du monde. Ici, on parle de choses du quotidien, mais on va aussi retrouver évidemment les classes pour décrire des components, pour décrire des services, pour décrire des choses qui sont purement de l'ordre du domaine informatique. Et vous les verrez omniprésentes dans Angular 5. J'en profite pour parler d'un usage un peu particulier des classes. Quand il s'agit de créer une classe, mais de n'instancier qu'un objet avec cette classe, on parle de singleton. Alors ça peut arriver quand on veut faire un code bien décrit, un objet bien décrit, on crée une classe et on ne va en utiliser qu'une seule instance dans plusieurs composants de notre application pour être sûr que les valeurs de cet objet ne varient jamais, pour être sûr qu'elles sont bien partagées entre nos différents services composants. Voilà, c'est un usage qu'on va aussi beaucoup voir en Angular 5. Alors je me rends compte en regardant mon code que j'ai oublié de prévoir dans mon Canva un petit espace pour les template strings. En ES6, on a l'arrivée d'un élément de syntaxe très intéressant, une nouvelle manière d'instancier les strings, c'est cet accent grave qu'on peut mettre au début et à la fin de la string pour l'instancier et qui nous permet de ne plus avoir besoin de faire ces additions complexes de strings et de variables. On utilise l'opérateur d'interpolation $accolade pour désormais pouvoir citer nos variables à même la string et elles seront correctement additionnées à la string. Alors, je vais le démontrer ici à travers la méthode getNotice. Voilà. Et j'en parle parce qu'elles permettent aussi de faire du multiligne. Ici, je peux par exemple envisager un saut à la ligne qui se répercute tout de suite. Et alors, pour décrire des templates plus longs, plus complexes, que ce soit dans React ou dans Angular 5, on va retrouver systématiquement, si le template n'est pas dans un fichier à part, je parle du template HTML associé à n'importe quel component, s'il n'est pas dans un fichier à part, s'il est à même le component dans le JavaScript, il va très souvent être décrit avec ce genre d'opérateur, puisque... alors, ici, je vais en créer un nouveau. Puisque, en fait, pour écrire du HTML, si on veut envisager une structure un minimum lisible, avec des sauts de ligne, c'est évidemment très pratique que d'avoir accès à cet opérateur. Alors je pourrais par exemple faire comme ça. Voilà, là ça devient vraiment très lisible. Un paragraphe qui se ferme ici et qui contient par exemple un petit peu de texte. Voilà, ici on a un apport vraiment intéressant de l'ES6. Donc à utiliser et à réutiliser, puisque ici on ne se pose plus de questions sur les quotes à l'intérieur du texte. On peut évidemment mettre des variables, quelles qu'elles soient, à l'intérieur même du texte. Donc par exemple, si je crée ici une autre variable, const val égale les amis, je peux de la même manière ici écrire ma variable et utiliser ce petit opérateur. Et ici, si on regarde le résultat dans la console, on est très impressionné.
on voit bien qu'il y a tout ce que j'ai écrit. Alors évidemment, il faudra ici, pour écrire du HTML à même la page, prévoir le coup avec du inner HTML par exemple, mais ça démontre bien l'intérêt de ces nouvelles côtes en ES6. On va continuer tout de suite avec les Zero Functions, qui sont un gros morceau de S6, très intéressant. Il s'agit de plusieurs choses. Déjà, déclarer plus facilement des fonctions avec une syntaxe plus concise. Et puis, d'autre part, de garder le contrôle sur la valeur de this à l'intérieur des fonctions. Si vous ne vous rappelez plus à quoi correspond this en JavaScript, je vous invite à regarder la vidéo précédente sur ES5. Rien n'a changé en ES6, à part cette maîtrise du this avec les Zero Functions. Donc ici, si je veux écrire une fonction anonyme en ES5, je vais souvent procéder ainsi. Par exemple, une fonction, soyons pas trop originaux, qui log bonjour. Ici, je peux faire évoluer cette fonction sans inquiétude. Alors, je vais tout simplement l'exécuter ici. Sans inquiétude, avec l'utilisation du caractère égal suivi du chevron qui remplace le mot-clé fonction. Donc ici, ça marche très bien, sans souci. Et on va pouvoir le faire pour tout type de fonction anonyme à tous endroits dans notre code. Alors évidemment, on ne peut plus nommer la fonction comme avant. Donc, je vous rappelle que en ES5, si jamais on veut nommer une fonction, vous pouvez procéder de la sorte. Console.log de test. Ça avait un intérêt puisque n'importe quelle fonction déclarée n'importe où dans le code, on pouvait y accéder avant même que dans le déroulé du code, elle soit rencontrée par le browser qui parse notre code JavaScript. Donc c'était intéressant ce nommage de fonction. Ici on voit que ça marche. Ici on ne parle que de fonctions anonymes. On parle de fonctions qui n'ont pas besoin de nom. On peut donc utiliser la fonction pour les déclarer. Alors on peut faire encore plus concis. On peut ici carrément se passer des accolades. Simplement, si on se passe des accolades, ce sera la valeur retournée par la fonction qu'on retrouvera ici. Donc ça va marcher, je vais avoir bien un console log de bonjour, mais en réalité, ce qui se passe derrière, c'est très exactement ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si ici je voulais que ma fonction retourne la valeur bonjour, j'aurais simplement à faire ceci. Alors, elle ne l'écrit plus, elle la retourne. Donc, je peux faire un console log de ma fonction. Voilà. C'est très pratique. Mais en réalité, le grand apport de ces Zero Functions, c'est de ces fonctions fléchées, on pourrait dire en français, c'est le maintien de la valeur de this. Je m'explique. Ici, par exemple, on sait que this, dans getNotice, se réfère à l'objet courant. Jusque-là, c'est plutôt simple. Mais si j'ai besoin de créer une fonction à l'intérieur de cette méthode getNotice, il se peut que je perde la référence à ce qu'est this. Par exemple, je vais faire un exemple un petit peu hors de propos, mais imaginons que je souhaite écrire dans la console le titre du livre dans 3 secondes. Ici, je pourrais procéder ainsi. Alors 3 secondes, c'est 3000 millisecondes. Et ici, par chance, on voit qu'en relançant le code, on a bien, au bout de 3 secondes, si tant est qu'on fasse un getNotice à un moment, voilà, 1, 2, 3, on a bien le titre qui apparaît. Mais qu'en serait-il si je n'avais pas utilisé cette Zero Function? On va tout de suite essayer. Voilà une fonction anonyme comme on les faisait en ES5. Et voici la valeur 3 secondes plus tard. Pourquoi ça pose problème? C'est parce que, à ce moment, 3 secondes plus tard,
la fonction qui s'exécute n'a aucune idée de la valeur de this. Je ne lui ai pas bindé this comme on le faisait en ES5. Ici, je peux le faire et évidemment, ça marchera. Et donc, tout l'intérêt de l'utilisation des Eurofunction en ES6, c'est de pouvoir automatiquement binder la valeur de this. Et du coup, quand on travaille avec les classes, on se trouve face à un outil très performant et qui permet de faire du code très light, très lisible et pourtant utile. Voilà l'intérêt principal des Eurofunctions. Évidemment, tout cela s'hérite de fonction en fonction. Vous pouvez déclarer autant d'Eurofunctions imbriquées les unes dans les autres et vous ne perdrez jamais la valeur de this. Ici, je rappelle que la valeur de this, si jamais j'étais resté avec une fonction façon ES5, aurait été window, tout simplement parce que lorsqu'aucune valeur de this autre n'a été bindée et qu'une méthode s'exécute sans référer à proprement parler à un objet, sans être une méthode d'un objet, ça fait toujours référence à window. On continue. Bon, on attaque la dernière grosse partie de cette présentation, même s'il nous reste encore quelques items à aborder, c'est l'import-export. ECMAScript 6 amène cette notion, cette syntaxe dans le code JavaScript et nous permet de travailler sur plusieurs fichiers en simplifiant l'import-export de modules. C'est-à-dire deux fichiers, d'un fichier à l'autre, on peut appeler le contenu d'un autre fichier. Donc, l'intérêt, c'est évidemment d'avoir une arborescence beaucoup plus nette pour notre code, et le fait que ça se fasse nativement plutôt qu'avant, quand on utilisait Grunt ou Gulp ou Webpack, on associait tous les fichiers JavaScript en un seul au final. Là, on va pouvoir garder notre structure réelle de code, de modules, et utiliser un JavaScript natif ES6 qui comprend cette syntaxe. Donc c'est très important et très intéressant d'utiliser import-export puisque ces ECMAScript modules ou ESM sont en train de devenir la norme dans tout le JavaScript, même côté serveur. La prochaine grande release de Node.js devrait comprendre l'import-export en lieu et place des requires, si vous êtes des utilisateurs de Node. Et puis partout dans Angular, mais aussi dans tous les autres grands frameworks, on retrouve dans tous les fichiers des imports et des exports potentiellement. Voilà, donc une notion à maîtriser. Avant d'importer quoi que ce soit, on va commencer par exporter des choses dans un fichier JavaScript. Donc par exemple, imaginons ici mon livre 1.js. Dedans, je fais un export. L'export d'une constante qui sera le livre petit chose. Ici, je vais lui donner donc ce titre, le petit chose, et puis l'auteur, Alphonse Daudet. Grâce à cette mécanique d'import-export, dès maintenant, je vais pouvoir importer le contenu de mon fichier livre 1 dans le code de app.js. Donc j'utilise le mot-clé import qui se met directement en relation avec le mot-clé export ici. Évidemment ici il faut qu'il existe pour que je puisse accéder à petit chose comme étant une partie de livre 1.js. Donc je vais importer tout ce qu'il y a dans ce fichier là. Pour ça j'utilise la syntaxe étoile. As livre importé par exemple. Donc as, c'est pour donner un nom à une nouvelle variable qui va représenter tout ce qui est importé depuis le livre 1. Et puis from livre 1. Pas besoin de rajouter l'extension JavaScript, ni l'extension TS pour TypeScript. Donc on écrit simplement le nom du fichier comme ça. Alors si je veux être bien précis, je peux mettre ./ comme ça pour désigner
un fichier qui est dans le même répertoire que app.js. Donc je vous rappelle, si jamais on essaye de faire un import quand on travaille dans le web avec un simple slash, c'est pour désigner la racine de tous nos documents. Un point slash, c'est pour dire dans le même répertoire que le fichier courant. Et puis deux points slash pour désigner le parent. Et puis après, on peut désigner n'importe quel point de l'arborescence grâce à cette syntaxe. Une fois que j'ai importé mon livre 1 ici, on va voir si ça fonctionne bien. Je vais essayer de loguer livre importé. Et sous livre importé, on avait cet export petite chose. Est-ce qu'il apparaît correctement à la console? Oui. Alors, les imports peuvent être utilisés en ES6 natif. Il y a une bonne intégration dans Chrome, par exemple. Simplement, il faut que vos fichiers soient distribués déjà par un petit serveur. Si vous travaillez purement avec des fichiers qui s'appellent les uns les autres et qu'un document HTML, qu'un index essaye de charger, vous pourrez rajouter le type module dans la balise script de votre index.html et peut-être que ça ne marchera pas si vous travaillez avec des fichiers en dur et non pas des scripts qui sont servis par un serveur pour des raisons de sécurité, en particulier dans Chrome. Par ailleurs, l'intégration des ES modules n'est pas parfaite dans tous les navigateurs, donc encore une fois, tout l'intérêt de travailler avec un transpiler comme Babel ou de passer par TypeScript nous permettra de travailler avec ces features ES6 sans se confronter à des problèmes. Donc évidemment, on peut importer et exporter n'importe quoi. Là, j'ai exporté un livre. Mais tout l'intérêt, c'est bien sûr que les fichiers peuvent exporter plusieurs types de données, aussi bien des classes que des fonctions, que des objets, que des types primitifs comme les strings, les numbers. Donc ici, on va prendre l'exemple d'une fonction pour bien comprendre, une arrow function qui log test dans la console. Voilà, elle est très bête et pas très intéressante, mais on va pouvoir démontrer l'intérêt ici en faisant un petit livre importé, point test. Je devrais voir tout de suite l'effet dans ma console. Voilà. Et tout l'intérêt justement de cet import-export, c'est d'alléger les fichiers, de répartir module par module la logique de notre application. Donc, ce qui serait vraiment intéressant, ce serait par exemple ici, ma classe livre, de la déporter complètement dans un fichier à part. Et c'est ce qui se passera quand vous ferez de l'Angular. Vous aurez très souvent l'export d'une classe dans un fichier et son import dans un autre. Donc ici, je vais faire un import en haut de mon fichier. C'est très souvent aussi comme ça que ça va se passer. Tout ce dont j'ai besoin dans un fichier, je l'importe en haut. Donc, on va peut-être changer le nom de ce fichier pour qu'il soit plus cohérent. Et alors, je vais importer la classe livre. Alors, j'utilise cette notation sur laquelle on va revenir quand on va parler de l'opérateur de déstructuring. Voilà, je peux aussi utiliser cette notation. J'importe livre from livre ici. Et désormais, tous ceux qui instanciaient livre, comme ici, peuvent toujours le faire. Et je peux toujours les loguer comme avant. Ici, je vais cacher un peu ça qui ne sert plus à grand chose pour l'instant. Voilà, je recharge mon code. Donc ici, j'ai encore une petite erreur. Je vais désigner bien livre dans le bon endroit de mon application. Ici, je retrouve donc effectivement mes deux livres correctement instanciés. Tout de suite, mon code prend une bien meilleure tournure. Ici, pour mes romans, on va faire de même. Je vais déporter ça ici. Je vais préciser que cet import vient du fichier livre. Et de nouveau, ici, je pourrais utiliser roman
sans avoir d'erreur. Alors, ici, j'ai oublié de faire cet export. Voilà, mon code est réparé. Alors, parlons du Spread Operator, qui est un apport très important de S6 et qui est très utilisé par les développeurs JS. Il est peut-être surutilisé parce qu'il a quelque chose d'opaque, mais dans tout le code partagé dans les grands projets open source que j'ai pu consulter récemment, je vois des spread opérateurs partout. Alors, cet opérateur de décomposition, il s'écrit avec cette syntaxe-là, 3 points, et il permet tout simplement de décomposer le contenu d'un objet ou d'un tableau, par exemple pour pouvoir passer à une fonction des arguments qui à l'origine étaient stockés dans un tableau. Imaginons la fonction suivante, une fonction d'addition qui prend 3 arguments A, B et C et qui se charge d'enloguer l'addition. Jusque-là, rien de bien fou, à l'exception près que j'oublie la moitié de la syntaxe. Ici donc, si je veux passer des arguments naturellement à add, je pourrais faire 1, 2, 3. Mais si ces arguments étaient en provenance d'un tableau, par exemple le tableau suivant, 1, 2, 3, je pourrais utiliser le spread operator qui reviendrait strictement au même que le fait de les écrire un par un et qui se charge de décomposer, de restituer comme argument unique chacun des éléments de ce tableau. C'est vraiment intéressant au sens où on va pouvoir factoriser à souhait, on va pouvoir avoir ici 50 arguments au lieu d'un seul. On va pouvoir, grâce à ça, créer des tableaux qui sont en partie des additions d'autres tableaux. Donc par exemple, ici, array2 pourrait être tout d'abord tout le contenu de array1, et puis en plus 5 et 9. Donc, voilà mon nouveau tableau. Je vais le loguer pour voir à quoi il ressemble. Ici, on voit tout de suite qu'il comprend bien 1, 2, 3, 5 et 9. On va pouvoir utiliser ce spread operator ici un peu n'importe où, comme ça. Hop là. Faisons le même petit tour de passe-passe ici. Alors, add. Et puis, on déstructure le array2 pour en récupérer les 3 premiers arguments. Et on regarde instantanément le résultat dans la console, ici, qui s'avère être probant. Puisque, ici, la première valeur du tableau AR, c'est bien 1. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Ce spread opérateur peut être utilisé directement dans les arguments de la fonction. Dans ce cas, on l'appelle rest opérateur, mais c'est un petit peu le même fonctionnement. C'est pour dire, je ne sais pas combien ma fonction va recevoir d'arguments. Par exemple, ici, je vais dire tout simplement qu'il s'agit d'un tableau que je vais recevoir et que je ne connais pas encore. Et j'aimerais que pour tout les éléments de ce tableau, on en log la valeur. Du coup, ici, je vais retrouver dans ma console tous mes chiffres exposés un par un, de cette manière-là. Donc, ici, c'est dans le cas de la déclaration de la fonction. Ici, c'est au contraire au moment de l'exécution. Donc, attention, c'est deux choses un petit peu différentes. Je les dis ensemble parce qu'elles vont de pair. Mais voilà. Je reviens ici. Enfin, à retenir que dans les toutes dernières versions de JavaScript, ES7 et puis dans TypeScript, on va pouvoir utiliser le spread operator pour faire encore d'autres types d'opérations, et c'est là qu'il va devenir omniprésent. On va pouvoir faire de la décomposition d'objets, créer des objets basés sur d'autres
dont on énumère les propriétés grâce au spread operator, etc., etc. Donc il va prendre encore plus d'importance, il ne sera plus simplement cantonné aux arrays. Qui dit spread operator dans un sens dit qu'on va pouvoir déstructurer dans l'autre sens nos objets. Donc c'est le pendant du spread. Alors imaginons par exemple je veux tirer de mon tableau array2 les datas à l'index 0 et à l'index 1 qui sont 5 et 9. Je vais pouvoir procéder de la manière suivante. Disons A et B sont deux constantes qui sont égales respectivement à aux valeurs 0 et 1 dans le array 2. On va vérifier que cela fonctionne. Ici. Et effectivement, ça marche. Donc tout l'intérêt, c'est de pouvoir cibler de cette manière les datas qui nous intéressent. On pourrait même avoir ici un spread operator de C pour récupérer tout ce qui manque. Alors ça, on peut le faire avec des arrays, mais on peut aussi le faire avec des objets, et c'est là que ça fait le plus sens. Donc revenons sur un livre, par exemple la pierre et le sabre. C'est un livre dont le titre est La pierre et le sabre, vous l'aurez deviné. Son auteur, c'est un japonais. Est-ce que je vais réussir à écrire son nom sans me tromper? Auteur, je crois que c'est Eiji Yoshikawa. Bon, désolé s'il y a des fans et que je me trompe. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir de nouveau créer deux constantes qui vont être livre et auteur et qui vont être 100% basées sur ce qui existe ici. Alors ici, mon nom existe déjà, livre, je vais peut-être commenter tout ça pour éviter les conflits de noms et loguer mon nouveau livre et mon nouvel auteur. Voyons ce que ça donne. Ça marche tout à fait correctement. Donc c'est vraiment intéressant, cet opérateur de déconstruction qui nous permet en fait de cibler à l'intérieur d'arrays ou d'objets les seules valeurs qui nous intéressent. Il n'est pas rare du tout qu'on ait des fonctions ou des callbacks qui doivent recevoir comme propriété un objet complexe dont on n'a pas besoin de tout. Par exemple, ici, prix 20 € et par exemple ici, type roman. Si tout ce qui m'intéresse ici dans ma pierre et mon sabre, c'est le prix, parce que je suis dans une méthode qui ne sert qu'à gérer les prix des livres, donc on va créer cette méthode checkPrice. Hop, elle peut prendre un objet livre en entier. Mais la seule chose qui m'intéresse dans ce livre, c'est le prix. Et je peux ici venir loguer mon prix, par exemple. Alors, j'ai oublié de créer correctement mon hello function, mais je vais le faire tout de suite. CheckPrice. Là, il suffit que j'appelle checkPrice en utilisant la pierre et le sabre comme argument pour qu'il soit capable d'aller chercher le prix du livre, ici, et de me loguer ce prix tout de suite dans la console. Vous verrez d'autres usages de cette manière de déstructurer les tableaux et les objets, mais ceux-là sont sans doute les plus classiques, donc n'hésitez pas à les utiliser et à prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe quand vous les rencontrez. Parlons un instant des computed keys.
En fait, il n'est pas rare que on se pose la question en JavaScript du nom d'une propriété d'un objet, comment faire en sorte que ce nom soit variable. Généralement, on déclare un objet, je vais reprendre mon livre ici, on va travailler sur le tome 2 qui s'appelle La Divine Lumière, peut-être quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, je corrigerai à l'occasion. 21 €. Ici, c'est assez simple, je nomme chaque propriété de mon objet, mais que faire si je voulais avoir ici comme clé une variable, un nom variable? Alors c'est très simple, grâce au computed_key. Par exemple, si demain mon objet doit avoir entre 1 et 3 notices associées, je pourrais par exemple vouloir avoir ici une variable qui soit le nom de la clé de la notice concernée. Donc par exemple, qui, et ici ce nom serait notice numéro 3. Et la notice numéro 3 elle-même serait un autre objet. Notice 3 qui comprendrait des informations intéressantes et pertinentes sur le livre. Alors, ça devient très très simple grâce à ces computed keys. Il s'agit simplement ici de mettre entre crochets le nom de la clé, en l'occurrence key, et le browser saura parser la variable et donner à cette clé le nom notice3. Donc ici, ce sera un objet vide notice3. Du coup, si je log ma divine lumière, ou la petite erreur de frappe ici, je devrais retrouver mon objet complet avec ici la variable transformée en clé. Très simple, mais très utile, une question qu'on se pose souvent depuis ES5 et qui ici a été résolue. Voilà, ici s'achève cette présentation sur ES6. J'avais prévu éventuellement de parler des décorateurs qui sont de toute façon dans la spécification plutôt ES7, qui ne sont pas du tout encore au point. Et on va plutôt en parler en parlant de TypeScript. Il y a encore beaucoup de choses à aborder qui existent déjà dans TypeScript et qui sont plutôt en provenance de ES7, qui sont encore en draft du côté de la W3C, qui ne sont pas nécessairement encore validés. Donc ne nous polluons pas l'esprit. Là, on a bien parlé que de tout ce qui marche avec ECMAScript 6. Donc retravaillez bien ES5, première vidéo, ES6, deuxième vidéo, puisqu'on va attaquer très prochainement TypeScript, c'est-à-dire vraiment mettre les mains dans la manière définitive de coder avec Angular 5. Allez, à très bientôt, au revoir.